Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve pour parler de la baisse de l'empreinte carbone du secteur immobilier. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous suggère de mettre vos casques, car si vous ne mettez pas vos casques, vous nous entendrez mal. Nous nous retrouvons en compagnie de Dominique Alba. Dominique, vous êtes directrice générale de l'atelier parisien d'urbanisme La Pure. Bonjour. Bonjour, merci. Alors Dominique, vous êtes architecte, vous avez travaillé tout d'abord en libéral, puis en 2001, vous avez rejoint le cabinet de Bertrand Delanoë pour un engagement que nous appellerons plus collectif. Vous avez ensuite dirigé le pavillon de l'Arsenal et depuis 2012, vous êtes donc directrice générale de La Pure, qui œuvre, contrairement à ce qu'on peut penser avec son nom, plus globalement au niveau de la métropole et pas seulement du Paris intramuros. Absolument. Alors, on est au CIPCA, mais je vais le salon de l'immobilier bas carbone, mais j'ai envie de commencer avec une question un peu provoque. Est-ce qu'on doit penser carbone avant tout? Bonjour, vous entendez parce que c'est un exercice un peu compliqué. Hein. Voilà. Bien sûr que non. Voilà. Évidemment que quand on est ici, on est là pour penser bas carbone, mais dans nos vies quotidiennes, je cite toujours Roland Castro qui disait on n'habite pas dans un PLU. Eh bien, on n'habite pas dans un label, on habite dans un endroit dans lequel on a plaisir à habiter et qui nous offre un certain nombre de services. Donc certes, le bas carbone est important et on va en parler, mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qui fait la qualité d'un immobilier, quelle que soit l'échelle à laquelle on le regarde. Alors, tout de suite, quelques pistes. À part le bas carbone, il faut penser quoi? Je dirais qu'avant le bas carbone, il faudrait penser à ton besoin de faire ce qu'on nous demande de faire, au-delà du fait qu'on est une entreprise et que quelque part on est payé pour faire ça. Mais si on regardait l'aspect raison sociale, dont on nous parle beaucoup, la RSE, en fait on pourrait se demander est-ce qu'on a besoin de ces mètres carrés? Dans les années 80, en France, on avait encore 22% des logements qui n'étaient pas équipés correctement d'un point de vue sanitaire. On avait un taux de suroccupation de l'ordre de 16 à 17% et on avait en moyenne 30 mètres carrés par personne. Dans les années 2010, 2015, 2013, puisque les chiffres sont à peu près dans cette période-là, on a gagné 10 mètres carrés par personne. Il n'y a quasiment plus de logements insalubres. Il y en a toujours, hein, bien sûr, mais en tout cas, ils ne sont pas. Le chiffre est très faible et on est arrivé à un taux de surpeuplement qui a diminué de plus de moitié. Donc je me permets de dire ça parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut construire du logement. C'est certes, il faut construire des logements, il en manque. Mais on a quand même aujourd'hui, en tout cas le monde de l'immobilier, le monde politique, le monde de l'architecture, collectivement, a fabriqué une qualité d'habitat bien supérieure à celle qu'on avait il y a 30 ou 40 ans. Et pourtant, l'image qu'on a n'est pas toujours celle-là. Non, l'image n'est pas celle-là et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, si on veut arriver à compenser le rapport positif à l'objet immobilier, on voit bien que ce n'est pas uniquement avec le mètre carré, puisqu'en fin de compte, on en a plus, mais ça n'a pas changé. Donc ça veut bien dire que c'est avec l'offre de service. Certains acteurs, d'ailleurs, s'y sont mis, considérant que leur production allait avec une offre de service. On parle des rez-de-chaussée actifs qui sont mis à la disposition des villes. En tout cas, on espère que petit à petit, le monde de l'immobilier lâchera une partie de son bilan d'opération au bénéfice du bien commun. On peut parler aussi des usages, évidemment, il y a les usages autour, mais pour aller un peu plus loin, et on en reparlera, on va aussi utiliser plus et mieux ce qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'on arrive à ne pas parler uniquement du mètre carré comme étant l'alpha et l'oméga du plus en matière d'immobilier. Alors, quelles sont les façons dont le secteur de l'immobilier et le secteur du bâtiment vont pouvoir contribuer? Alors, c'est compliqué. Peut-être qu'on peut regarder 2-3 images qui permettent de les passer. Je crois que c'est moi qui passe les images. D'accord. Donc, on est assise devant les images, mais c'est pas grave. Quelque chose sur lequel on est en train de travailler, qui va bientôt être rendu public, c'est quels sont les éléments dont on dispose pour apprécier le taux d'usage d'un bâtiment. Pendant la crise Covid, vous avez tous vu que les immeubles de bureaux étaient utilisés en moyenne à 0%, alors que les immeubles de logement étaient surutilisés, on va dire ça comme ça. Et donc pour identifier et pour travailler sur ce volet, on s'est adressé à Paris pour une raison simple, c'est qu'on a considéré que ce qui permettait de comprendre le taux d'usage, c'était l'eau potable,
puisque quand on n'est pas quelque part, on n'utilise pas d'eau, alors qu'on peut utiliser de l'électricité. Vous ne fermez pas votre frigidaire quand vous partez de chez vous. Et donc, on a, avec Eau-de-Paris, récupéré aujourd'hui 125 millions de données, donc les données depuis 2017, et on va sortir petit à petit des éléments qui ont cette forme. Donc vous voyez, c'est hyper sexy, c'est quand même l'atelier parisien d'urbanisme, je me permets de le dire. Nous faisons des choses comme ça, avec des équipes extrêmement petites. Et donc là, si ça sera mis en ligne, vous voyez que la courbe jaune 2022, on est quand même à moins 21% de consommation dans le parc tertiaire. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un impact du télétravail, certes, mais ça veut dire qu'il y a des mètres carrés disponibles. Et donc on peut vraiment se poser la question de ce décalage qu'on voit. Est-ce qu'il a été vraiment rempli par d'autres fonctions ou pas? Alors c'est très compliqué puisque le modèle économique du monde de l'immobilier, il est fait sur le mètre carré nouveau. Les documents d'urbanisme, c'est les mètres carrés nouveaux. La planification, c'est les mètres carrés nouveaux. Et on n'a pas d'outils pour faire tout ça. Donc c'est très très compliqué. Voilà. Mais c'est un des éléments qui va nous permettre de travailler. Si vous voulez que je finisse avec les slides, voilà, une autre piste. Donc une autre piste qui est tout à fait d'une autre nature et qui là touche aussi des cadres juridiques et réglementaires. Vous savez qu'en France, le droit de l'urbanisme, il est à la parcelle et à l'immeuble. Et on ne peut pas déposer un permis de construire qui dit c'est mon voisin qui va faire ça. Vous l'avez quand même inventé pour le parking, puisque vous avez le droit, quand vous construisez un immeuble, d'acheter des parkings à côté. Mais on pourrait imaginer que ce système-là soit repris. Et donc là, c'est un petit travail qui est fait sur un îlot témoin, qui est ce qu'on appelle l'îlot à côté de la place de la République, avec une forme de grammaire, qui dit que si on regardait l'ensemble de cet îlot, on pourrait arriver à être très vertueux, sans pour autant faire des efforts impossible d'ailleurs sur un seul immeuble. Puisque chacun, on ne peut pas être, je dirais, le must du bas carbone, chacun. Si on prend chacun d'entre nous, on n'a pas la même biologie, on n'est pas fait pareil, et donc on n'a pas les mêmes besoins, et on ne sait pas produire non plus les mêmes effets. Donc c'est exactement la même chose. Et donc ça, évidemment, on l'a déployé à l'échelle du Grand Paris, parce que ce n'est pas très compliqué. Il suffit de connaître ce qu'il y a dans le tissu construit. Or, ça, ce sont des données qui existent, il n'y a aucun problème. Donc, on a des systèmes cartographiques, ce qu'on appelle la grammaire développement durable ou la nouvelle grammaire, pour faire de la planification inventive qui mobilise les ressources existantes. Donc là, vous voyez par exemple les réseaux de chaleur. Un réseau de chaleur, c'est très simple et vous le savez tous. À 200 mètres d'un réseau de chaleur, vous pouvez considérer que ça vaut le coup de se connecter, à condition d'être en chauffage collectif. Ce qu'on oublie de préciser, puisque vous savez que ces dernières années en France, on a plutôt fait du chauffage individuel, voire du chauffage électrique. Donc le réseau de chaleur ne sert qu'aux équipements publics. Et encore. Voilà. J'ai fini avec mes slides. On peut laisser ça là, elle est jolie. Est-ce qu'on n'est pas coincé par un certain nombre de réglementations en cours? On s'auto-coince tout seul, puisqu'on adore les labels. Donc la RT 2020 est un label très intéressant qui dit beaucoup de choses. Mais il ne faudrait pas qu'elle laisse sur le côté beaucoup d'actifs qui existent déjà. Et c'est notre risque, c'est que le label, il est toujours fait par rapport à une situation qu'on maîtrise entièrement. Or, on voit, et beaucoup d'entre vous sont des professionnels, et vous êtes tous en train de dire « Ah oui, mais moi, en fin de compte, j'ai une situation particulière, je dois avoir une solution hybride. » Et c'est là que le bas blesse, parce que la solution hybride, elle rentre dans aucune case. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument qu'on trouve des espaces de conversation et qu'on fixe des objectifs, ce qui arrive petit à petit, et non pas des cadres à l'unité foncière, je dirais, ou à l'unité bâtie ou à l'unité mètre carré, mais un espace de conversation qui fait que ces systèmes que nous, on a imaginés il y a maintenant près de 10 ans, il y a 7-8 ans, quand on a commencé à travailler là-dessus, parce qu'il faut quand même un nombre de bases de données assez importantes pour pouvoir établir ces cartes, cet espace de conversation aujourd'hui, on peut le mettre en œuvre. Donc on a cette zone de conflit qui existe, on y travaille, nous on travaille avec le maître notaire Chevreux, on a publié un document qui s'appelle Solutions juridiques et hébergement hybride, pour justement, alors évidemment qu'on a pris l'angle le pire, c'est-à-dire le logement d'urgence, qui est celui qu'on ne veut pas, mais que si on ne l'a pas, on a des gens qui dorment dans la rue et aucune ville n'est belle quand on dort dans la rue. Personne ne se sent bien, qu'on soit riche ou pauvre. Vous pouvez faire le plus bel immeuble du monde avec le plus beau hall d'entrée, avec le meilleur déco. Si vous avez quelqu'un devant la porte ou à côté qui dort, je pense que votre effet déco, il ne va pas faire waouh très longtemps. Donc, il faut quand même que ça, ce soit aussi pris en compte. Et donc, dans la question que vous me posez, moi je dis, créons l'espace de conversation, acceptons de donner du temps à ce temps-là et trouvons des solutions. On les a, les solutions. Elles existent, il y a plein d'exemples. Mais on veut toujours aller vite, il y a le temps, il y a le bilan d'opération. Donc, il faut que chacun accepte de bouger, de faire un pas de côté. Et dans le monde de l'immobilier qui s'est extrêmement financiarisé
dans les années 80, il va falloir qu'ils fassent un pas de côté, qu'ils se définanciarisent un petit peu et qu'ils sortent quelques lignes qui vont peut-être être moins juteuses et mises au service du bien commun. Je pensais même à des règlements de copropriété. Il y a des pistes là aussi? Alors sur les règlements de copropriété, c'est amusant. J'imagine que vous habitez tous quelque part, en tout cas je vous le souhaite, locataire ou propriétaire. Et en gros, vous avez un règlement qui vous interdit à peu près tout ce que vous auriez le droit de faire dans une maison individuelle. Donc quand on est dans un immeuble parisien mitoyen, sans espace extérieur, ok, ça va pas très loin. Mais dès que vous êtes dans une résidence, les enfants n'ont pas le droit de jouer, vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit sur votre palière, vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit sur votre balcon. En gros, c'est vous n'avez pas le droit. Quand vous êtes dans votre maison, vous avez le droit de tout faire. Et donc le logement de demain, et je disais ça à une convention d'Action Logement, peut-être que c'est aussi de changer ce rapport-là au logement, même quand il est collectif, même quand il est partagé, pour qu'en fin de compte, l'innovation, ce ne soit pas toujours le mètre carré, le bas carbone, l'acte de construire, mais que ce soit la manière de vivre, et de vivre ensemble dans un espace. Si vous aviez une baguette magique, un vœu pour le génie de la lampe, qu'est-ce que vous souhaiteriez changer d'un coup? Ah là là, on n'avait pas cette question. Écoute, moi, je ne sais pas, je dis que... En fait, moi, j'ai un promoteur immobilier, j'ai trouvé le promoteur le moins cher, le plus efficace. C'est le temps. Parce que si vous commencez à travailler sur le taux d'usage, sur la chronotopie d'usage, sur l'usage partagé, en gros, vous gagnez de l'espace parce que vous modifiez le rapport au temps. Et aujourd'hui, gagner de l'espace, on dit on va faire un programme immobilier, parce que c'est évidemment avec des mètres carrés qu'on va gagner de l'espace. Eh bien non, on ne va peut-être pas le gagner avec des mètres carrés, on va peut-être le gagner avec la façon dont on regarde les mètres carrés, qu'ils soient futurs ou existants. Parce que si on prépare le futur en se disant on va partager, on va faire à plusieurs, on va mettre plusieurs usages, on ne fait pas tout à fait le même immeuble. Et dans l'existant, on a plus de facilité parce que dans la réhabilitation, on vous accorde quelques libertés par rapport à la réglementation qui vous permettent de faire ça. Et donc je dis que le temps, c'est notre meilleur ami et c'est le promoteur immobilier que tout le monde peut se payer. Il n'est pas cher et il est zéro carbone. Vous l'avez un peu dit sans le dire, alors je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'il faut arrêter de construire? Certainement. En tout cas, il faut se poser la question. Et il faut se la poser vraiment. Alors ça ne concerne pas que le monde de l'immobilier. Hein. Le monde de l'immobilier pense toujours qu'il est l'alpha et l'oméga. Je pense que le monde des infrastructures est bien plus important en dépenses que le monde de l'immobilier. Donc il faudrait peut-être regarder aussi le bilan carbone côté route, autoroute, pont, ouvrages, etc., aux grands aménagements. Je ne sais pas quel est le bilan carbone d'une éolienne, si vous voulez. Je ne préfère pas me poser la question, mais le parc éolien à Saint-Nazaire, à mon avis, le bilan carbone, il n'est pas gagné d'avance. En tout cas, il faut du long terme. Donc chacun doit jouer son rôle, mais il faut avoir une forme d'honnêteté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de côté, ou plus exactement considérer que comme son métier c'est de faire, on a le droit, en fin de compte, à un certain stock carbone. Et c'est là que le débat va être compliqué pour les politiques, parce qu'en fin de compte, ce sont les politiques qui vont mener les arbitrages. Parce que pour le citoyen, c'est quand même difficile de lui dire ben non, tu vas lâcher ta résidence secondaire, mais peut-être qu'un jour on y arrivera, ou en tout cas on la taxera tellement qu'on finira par en faire autre chose et qu'on pourra réinvestir dans le logement, je dirais. Mais très honnêtement, je pense qu'il est temps d'installer au minimum une conversation et s'autoriser à poser la question. Et se l'autoriser aussi quand on est un promoteur immobilier ou un investisseur, quand on est dans une situation devant le politique, quand on est dans une situation de gagner un concours. Il faut le faire sans doute avant le concours, c'est compliqué. Il faut aussi fonctionner sans doute à une échelle plus large. On voit que la question se pose à la Défense, là, qui vient de lancer son concours empreinte, avec du potentiel foncier relativement important sur quelques-unes des parcelles. Mais dans d'autres, il y a très peu de potentiel foncier, mais il y a par contre des possibilités d'offres de services qui n'existent pas à la Défense. Donc il faut aussi voir comment on équilibre tout ça et comment on arrive à ce moment-là peut-être faire baisser la partie carbone du transport, la partie carbone des services, la partie carbone de je ne sais pas, de toute l'alimentation, etc. Aujourd'hui, on dit toujours que dans le transport, le meilleur transport, c'est celui qu'on ne fait pas, le meilleur déplacement, c'est celui qu'on ne fait pas. C'est ce qui était cité encore au sommet du Grand Paris. Il est clair que le mètre carré, à un moment, le meilleur mètre carré, c'est celui qu'on ne fait pas a priori.
Merci beaucoup, Dominique Alba. Merci à tous.